Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette année 2025 au nom de la rédaction du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Aurore Berger. Bonjour à vous. Merci de faire ce premier grand rendez-vous de l'année avec nous. Vous intégrez le 8e gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. C'est la 3e fois que vous êtes ministre et vous retrouvez un ministère que vous aviez laissé à un duo composé d'Othman Nasrou et de Salim Assa, la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. De l'autre côté, avec vous ce matin, nous allons aborder les deux thématiques qui concernent en premier lieu les Français, leur argent et leur sécurité, dans une France où on doit voter un budget sans quoi l'économie sera à la dérive, dans une France où la violence est quotidiennement sur la table, encore ce week-end, avec ces influenceurs algériens sous OQTF en garde à vue et en détention provisoire pour avoir appelé à commettre des attentats et des viols en France. Nous parlerons aussi de François Bayrou, d'Emmanuel Macron, de son mea culpa sur la dissolution, de l'idée d'un référendum et de l'affaire des gangs pakistanais en Angleterre. Pour vous interroger ce matin, bonjour et meilleurs vœux à mes deux camarades, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous commençons tout juste l'année Aurore Berger. Et nous apprenons donc que 2 Algériens sous OQTF ont été arrêtés pour avoir appelé à commettre des attentats et des viols en masse sur le territoire français. Bruno Retailleau avait réagi. L'influenceur algérien Imad Tintin est en garde à vue. Lui aussi devra répondre des ignobles propos tenus sur TikTok devant la justice. Ne rien laisser passer. L'un d'eux sera jugé le 24 février à Brest. Mais question... Ces 2 individus sont sous OQTF. Donc, avant même de se poser la question de savoir s'il faut ou pas les juger, que font-ils en France ? Je comprends que la question soit posée parce qu'elle est évidemment légitime sur la nécessité de l'exécution des obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire les OQTF. Il y a ce qu'on a changé quand même dans la loi immigration. Je pense que c'est très important de rappeler aussi ce qu'on a permis, ce que cette loi a permis, parce qu'elle a été par certains beaucoup décriée. Elle a notamment permis que ceux qui sont arrivés mineurs sur le territoire français puissent être expulsés s'ils commettent des délits et des crimes en étant majeurs, parce qu'avant, ils étaient protégés du fait de leur arrivée sur le sol en tant que mineurs. Ça, la loi a été changée, raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas toucher à cette loi immigration, dont certains continuent à demander malheureusement l'abrogation. Vous voyez bien une grande partie de la gauche, notamment de la France Insoumise, évidemment, qui demande cela. Ce sont des mesures de protection, tout simplement, pour les Français qui ont été posées. Et puis après, on a ce défi majeur, qui est un défi diplomatique, et on le sait bien, sur la question des laissez-passer, de manière à garantir, encore une fois, l'exécution des OQTF. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. En tout cas, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que ceux qui viendraient sur votre plateau pour dire écoutez, c'est simple, on va faire un charter avec tous ceux qui sont sous OQTF et puis on les renvoie comme ça, si on n'a pas le droit d'arriver sur le sol d'un autre pays, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire qu'on doit continuer, et c'est ce que le président de la République a fait, c'est ce que le Quai d'Orsay doit faire, sous le contrôle évidemment du président de la République, de garantir encore une fois que ces relations diplomatiques permettent un retour effectif, parce que je pense qu'il n'y a aucun Français qui... Et Aurore Berger, là-dessus, il n'y a eu aucun progrès ces dernières années, ou même ces derniers mois, malgré les déclarations des différents ministres qui se sont succédés. On pense à Bruno Retailleau qui a dit, quand il a pris ses fonctions, qu'on allait expulser massivement les gens sur les laissez-passer consulaires avec les pays notamment du Maghreb. Rien ne bouge. Il a aussi dit qu'on allait revoir les accords post-accords d'Évian, les accords de 1968 entre la France et l'Algérie, qui ont plus ou moins été amendés en 2001, mais rien n'a changé. Il ne se passe rien sur ce sujet. Il ne se passe pas rien. Par contre, c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai que c'est même extraordinairement frustrant et compliqué. Mais ça veut dire que les relations diplomatiques que nous avons, les relations diplomatiques dont vous savez par exemple qu'elles sont largement fortifiées avec le Maroc, qui permettent aussi justement au détriment des Algériens. Non, mais la question, elle se pose pas comme ça. On fait pas des relations diplomatiques affermies avec le Maroc au détriment d'un autre pays. On a des relations diplomatiques fortes avec le Maroc parce qu'elles sont absolument légitimes, notamment ce que le président de la République a dit sur la reconnaissance du Sahara. Donc je crois que il faut pas mélanger les sujets. Par contre, il faut assumer que ce sont des sujets complexes, que c'est pas juste un propos de tribune ou d'estrade qu'on peut avoir sur cette question-là. Je crois qu'il y a une détermination très claire du ministre de l'Intérieur. Il n'est pas là depuis très longtemps. On peut peut-être lui laisser le temps, justement, de travailler, en espérant que nous ne soyons pas censurés toutes les semaines, ce qui nous laisse le temps aussi de mener des politiques concrètes pour avancer sur ces questions-là. Et oui, on a un enjeu diplomatique majeur. Il y a ce que la loi peut, il y a la loi que nous avons changée, et il y a la fermeté. Ce que je note, et ce qui est quand même très important, c'est l'action immédiate que nous avons entreprise du gouvernement à l'encontre de ces 2 individus qui vont pouvoir être
jugés et dont les Français pourront être protégés. Donc j'espère évidemment... Mais vous dites que c'est une question complexe, mais je vous demanderai à quel point. C'est vrai. C'est-à-dire, je m'explique. Monsieur Dupond-Moretti avait dit en d'autres circonstances, il y a quelques années, il avait dit « Naturellement, toutes les OQTF n'ont pas vocation à être exécutées ». Or, est-ce qu'on pourrait pas dire que naturellement, toutes les OQTF vocation à être exécutées, bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas une question de principe à l'idée que quelqu'un qui est ici en invité et qui par ailleurs crache sur le pays qui l'accueille, est-ce que la vocation première de cette personne n'est pas de décamper le plus rapidement possible? On est bien d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. À partir du moment où un individu, parce qu'on considère qu'il est dangereux pour notre pays, parce qu'il a enfreint nos valeurs républicaines, parce qu'il a proféré des menaces... Mais d'ingratitude totale. Quelqu'un arrive en ce pays et crache sur le pays qui l'accueille. C'est même au-delà de l'ingratitude. C'est-à-dire qu'on a des valeurs dans notre pays. On a des valeurs, on a une histoire. Donc à partir du moment où vous venez dans un pays qui vous accueille et vous enfreignez les valeurs de ce pays qui vous a accueilli, qui vous a accordé l'hospitalité, vous n'avez pas vocation à rester si vous les enfreignez. Et encore plus évidemment si vous commettez un délit, voire même un crime, puisque là on parle d'incitation à la haine, on parle de volonté de commettre des attentats, on parle de volonté de commettre des viols sur un réseau social particulier qui est TikTok, qui va, j'allais dire, pour utiliser cette image, dans le cerveau des jeunes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que malheureusement, toute une classe de population regarde ces réseaux et ces influenceurs ont décidé de pénétrer le cerveau des jeunes en disant « Voilà, tu vas commettre des attentats et des viols en masse en France ». C'est extrêmement grave. C'est grave et ce qui est grave, c'est que ces gens aient de l'influence surtout. Ces individus ne devraient pas avoir une quelconque influence sur Et les modérateurs alors? Les modérateurs des réseaux sociaux? Écoutez, c'est pour ça aussi qu'on plaide pour une majorité numérique à 15 ans. C'était la proposition du président de la République et je crois qu'il a raison de le porter. On a un enjeu de responsabilisation de ces plateformes. Comment à un moment ces propos peuvent continuer à être tenus? À un moment, la responsabilité, c'est aussi la responsabilité de celles et ceux qui laissent, encore une fois, ces plateformes pouvoir continuer à ce que ces contenus en soient le réceptacle et surtout une caisse de résonance et d'amplification absolument spectaculaire. Donc quand on parle de majorité numérique à 15 ans, c'est pas un gadget, c'est aussi un outil de protection contre le harcèlement, le cyberharcèlement, la lutte contre la pornographie. Malheureusement, on en voit les conséquences très concrètes, là encore, sur le cerveau de nos enfants et ensuite sur les attitudes qu'ils pourraient avoir et aussi sur des modalités qui sont des modalités un peu de recrutement aussi quelque part, sur l'islamisme ou sur carrément la volonté là de commettre des attentats. Justement, Aurore Berger, ces événements arrivent juste au moment où on va... commémorer, on va pas dire fêter, commémorer les 10 ans des attentats contre Charlie Hebdo. Et l'hypercacher. Et Montrouge, la policière de Montrouge. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans en France sur cette question du fanatisme, islamisme Alors, déjà, moi je me souviens, quand je suis devenue députée en 2017, et qu'on a immédiatement pris des mesures d'urgence sur la lutte contre le terrorisme. Immédiatement. Et je me souviens de la violence des critiques que nous avions reçues au moment de la loi, justement dédiée à la lutte contre le terrorisme. Où on a accepté quoi? On a dit qu'il y avait des mesures d'urgence exceptionnelles qui avaient été mises en place pendant que la France avait été victime de ces attentats. Et on s'est dit, en fait, malheureusement, comme le risque est très important, le risque pèse au quotidien sur notre pays, on va les transposer dans notre droit pour qu'au quotidien, notre pays soit mieux protégé. Je me souviens aussi des critiques que nous avons reçues au moment de la loi sur la lutte contre le séparatisme, notamment le séparatisme islamiste. Eh bien, nous avons réussi, grâce à cette loi, à permettre justement que des lieux qui sont des lieux où se propage la haine, où se propage le terreau islamiste, puissent être fermés. On parle de lieux qui ont pu être fermés. Et puis, il y a l'action au quotidien, et je vais rendre évidemment hommage, de nos services. Tous les attentats qui sont déjoués, près d'une 50aine d'attentats déjoués, grâce à l'action exemplaire de nos services. Et là encore, ça ne vient pas de nulle part. C'est des agents supplémentaires qui ont été recrutés, 1000 agents supplémentaires qui ont été recrutés pour garantir la protection des Français. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça qui a changé. Cette haine reste partout. Là, on le voit. Là. C'est-à-dire que depuis 10 ans, notamment, c'est la loi qui a été changée. Ce sont des recrutements supplémentaires qui ont été réalisés. Ce sont des attentats supplémentaires qui, chaque jour participent à être déjoués par nos forces de sécurité intérieures. Et les services de renseignement sont sur les dents, on le sait, et on les salue. Mathieu Bocoté. Parce que 10 ans plus tard, je vous poserai la question très clairement, regardez les différentes rédactions. Aujourd'hui, plus personne n'oserait publier les fameuses caricatures de Mahomet. Alors, la question... A commencé par Charlie Hebdo qui a fait une couverture noire. C'est une question à poser aux rédactions elles-mêmes. Vous allez comprendre l'esprit de la question. Donc, quand on leur pose la question, ils répondent, c'est pas parce qu'on ne croit pas qu'on devrait, c'est parce qu'on a la trouille, parce qu'on est persuadé, et on les comprend. On aurait tous la même peur. Est-ce qu'on n'a pas intériorisé, en France, l'idée que les islamistes ont réclamé le droit d'appliquer la peine de mort à ceux qui font de telles caricatures et se permettent de l'exécuter? Dès lors, 10 ans plus tard, la liberté d'expression a reculé en France sur ces questions.
Je l'espère pas, sincèrement, mais ce qui est vrai, c'est que certains placent des cibles dans le dos de celles et ceux qui font preuve désormais de courage, parce que maintenant, ça devient une preuve de courage, en effet, que de publier des caricatures. Ça fait partie de notre identité. Le droit au blasphème, ça fait partie de notre identité, la capacité que nous avons à critiquer et même à moquer des religions. Et c'est là où vous voyez, c'est peut-être ça qui a le plus changé en 10 ans et qui m'inquiète le plus, c'est le décalage qu'il y a entre les générations. Et c'est ça qui devrait nous interpeller, c'est-à-dire que moi j'appartiens à une génération où tout cela était normal. C'était normal de pouvoir aller acheter Charlie, c'était naturel d'aller dès le soir des attentats manifester notre solidarité envers des journalistes et des dessinateurs qui avaient été assassinés. Et on disait tous « je suis Charlie ». Et on disait « je suis Charlie ». C'était un slogan qui nous paraissait absolument naturel. À l'époque, il y avait des millions de gens dans la rue après Charlie. Est-ce qu'il y aurait des millions de gens dans la rue aujourd'hui ? Déjà, j'espère qu'on n'a pas à revivre ces événements absolument dramatiques. Et notre travail, c'est d'éviter, évidemment, de tels événements pour les commémorations, Stéphane a raison. Mais je crois vraiment que moi, en tout cas, ce qui m'interpelle le plus, c'est un enjeu éducatif absolument déterminant. C'est ce schisme générationnel qui est en train de se creuser, cet écart générationnel qui est en train de se creuser, où des gens de 20 ans... Générationnel et culturel, peut-être ? Peut-être, oui. Considèrent que on peut pas tout se permettre, qu'on peut pas moquer la religion, qu'on peut pas la critiquer. Alors oui, que ça mérite pas de mourir, mais qu'après tout, il aurait mieux fallu l'éviter. Non, il y a une liberté dans notre pays absolue de droit à la caricature, de droit au blasphème, et ça fait partie justement des valeurs qui sont les nôtres et qui sont une singularité pour notre pays. Aurore Bergé, ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, est notre invitée dans un instant. On parlera de l'antisémitisme en France et de votre chantier, justement, les assises contre l'antisémitisme. À tout de suite. La ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, est avec nous. Vous aviez, avant la dissolution, lancé les assises contre l'antisémitisme. Où en est ce chantier et a-t-on une date ? Alors, je vais évidemment le reprendre. J'allais dire malheureusement, parce que je préférais qu'on n'ait pas besoin d'avoir des assises de lutte contre l'antisémitisme. Et on voit malheureusement que l'augmentation des faits d'antisémitisme est assez spectaculaire. Et ce que je veux absolument... Plus 192% au premier semestre. On n'a pas encore les chiffres, je crois. On va être quasiment équivalent à ce qu'il y a eu déjà en 2023. On va être équivalent au second semestre. En tout cas, aujourd'hui, les chiffres que j'ai au 30 novembre, on était à près de 1500 faits d'antisémitisme. Et donc, le ministre de l'Intérieur annoncera les chiffres de l'année complète. Mais vous voyez ce sont des chiffres extrêmement importants. Ce qui est le plus significatif aussi, c'est que la plupart de ces faits, ce n'est pas juste du registre de l'insulte, ce sont des faits d'atteinte directement aux personnes. C'est-à-dire qu'on s'en prend directement aux personnes, soit parce qu'elles sont juives, soit parce qu'on pense qu'elles le sont, parce que maintenant, le simple fait de défendre des positions claires, républicaines, de rappeler que le 7 octobre, ce sont d'abord des attentats terroristes perpétrés par le Hamas, de soutenir tout simplement les familles d'otages. On a encore 2 de nos compatriotes qui sont retenus en otage par le Hamas. Eh bien, fait de vous une cible potentielle d'attaque antisémite. Je vois même maintenant sur les réseaux sociaux des gens parler, je cite, d'autosémites, c'est-à-dire comme si les Juifs de France s'inventaient et inventaient l'antisémitisme et se plaisaient à vivre avec, alors qu'ils en sont les principales victimes et victimes au quotidien. Et moi, je pense qu'on a un chantier prioritaire qui est la question éducative et surtout la question de l'université. Les faits qui me remontent, les témoignages qui me remontent quasiment quotidiens dans des universités ou dans des grandes écoles sont absolument intolérables et insupportables. J'entends qu'ils puissent être comptabilisés. Aujourd'hui, on n'a pas de Est-ce qu'ils sont sanctionnés ? Vous pouvez préciser ces faits qui vous remontent ? Les faits qui me remontent, c'est des insultes, c'est des tentatives d'intimidation, c'est des étudiants qui sont empêchés d'aller en cours, c'est des étudiants qui passent un examen et qui vont entendre scander juste à côté d'eux des slogans absolument insupportables. C'est le sentiment de solitude absolue d'étudiants qui me disent que quand ils arrivent en amphi, personne ne se met à côté d'eux parce qu'ils sont juifs. Donc c'est un manque de courage aussi. C'est un manque de courage de la part des autres étudiants. Moi, ça ne me serait pas venu à l'idée. Enfin, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose qui devrait interpeller collectivement. Depuis quand, parce qu'on est juif, on aurait une cible dans le dos ? On oublie quand même que le point de départ... Depuis quelques années, en fait. Oui, mais on oublie que le point de départ, ce sont des attentats commis à l'encontre des juifs. Bien sûr. Alors, l'antisémitisme, il n'a pas commencé le 7 octobre, savez, Madame Bergé. Non, malheureusement, je ne le découvre pas. Mais ce qui est aujourd'hui, il a changé de visage. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est 2 choses. 1, c'est-à-dire qu'après des attentats terribles le 7 octobre dernier, au lieu d'avoir une vague de soutien, on a une vague d'antisémitisme. Ça, c'est quand même un fait. Il y a eu les deux, en fait.
C'est-à-dire la grande majorité de la population française qui a manifesté. Et ensuite, je reprends des formules qui ne sont pas de moi, dans certaines communautés en particulier, l'antisémitisme n'est pas généralement diffusé en France. Il est marqué sur le mode communautaire, il est porté par les islamistes aujourd'hui. Ne pas nommer cette dimension, c'est passer à côté du problème. Moi, j'ai aucun problème à le nommer. Moi, je veux même qu'on change la loi. Vous savez, j'ai déposé une proposition de loi avec Caroline Yadan, avec plus d'une centaine de députés. D'ailleurs, même l'ancien président de la République, François Hollande, l'a co-signé avec nous, justement, parce que je pense qu'aujourd'hui, on caractérise mal ce qu'est devenu l'antisémitisme. Voilà. Et on voit bien qu'il y a changé de visage. La question de ce qu'on appelle l'antisionisme. Antisémite, c'est fini. Maintenant, il y a un antisémitisme qui est islamiste. Un antisémitisme islamiste et un antisémitisme qui est de l'antisionisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met une cible dans le dos à chaque Français juif. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'ils seraient co-responsables de la situation humanitaire à Gaza. Depuis quand on essentialise les gens ? Depuis quand on les ramène à leur identité réelle ou supposée ? Vous imaginez si on devait faire ça sur chaque acte qui se produit dans notre pays ? Si quand on avait un attentat, on devait immédiatement essentialiser les Français de telle ou telle confession ? Ce serait absolument invivable et insupportable. Donc oui, relance des assises de lutte contre l'antisémitisme dans les prochains jours. Travail qui doit aller bien au-delà de la communauté juive pour que l'ensemble des Français se sentent co-responsables de la situation. Travail spécifique à l'université, dans les grandes écoles. Vous connaissez l'historien Georges Bensoussan, qui parle, par exemple, d'un antisémitisme, j'espère ne pas me tromper en le citant, qui parle d'un antisémitisme d'importation. C'est-à-dire, c'est pas un antisémitisme qui est lié à l'histoire profonde française, c'est un antisémitisme importé. Est-ce que vous partagez son diagnostic? Il y a les deux. Il y a eu pendant longtemps un antisémitisme, mais celui qui malheureusement, qui existait dans notre pays. Et puis, oui, d'importation, parce que toute tentative d'importation, encore une fois, du conflit qui existe au Proche-Orient. Et on peut évidemment trouver absolument insupportable les images et la situation humanitaire à Gaza. Mais il n'y a pas un seul de nos compatriotes juifs qui soit responsable de la situation humanitaire. Les premiers responsables étant d'abord le Hamas et étant d'abord les attentats qui ont été perpétrés le 7 octobre dernier. En tout cas, je note, Aurore Berger, c'est une information que vous nous divulguez ce matin, au 30 novembre, les chiffres que vous avez, c'est 1500 actes antisémites. Oui, presque 1500 actes antisémites et malheureusement 2 tiers qui concernent des atteintes faites directement aux personnes. Pour l'année 2024. Avant de parler du gouvernement Bayrou, la coordination rurale se mobilise cet après-midi à Paris. Manifestation pas autorisée par la préfecture. La CR qui se désolidarise des jeunes agriculteurs et de la FNSEA pour protester. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Je leur dis que malheureusement, ils soutiennent aussi des gens qui ont voté une censure et qui ne nous ont pas permis de travailler rapidement en soutien des agriculteurs. Parce qu'il faut aussi dire les choses. Vous dites soutiennent des gens, vous pensez au Rassemblement national ? Ils le disent eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont le droit. Enfin, je veux dire, c'est totalement libre. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je suis très attachée au monde agricole. Je suis élue d'abord d'un territoire qui est un territoire agricole. Et je sais la difficulté de ce métier. Et je sais aussi ce que nous avons fait pour garantir la rémunération des agriculteurs. Et le fait que nous devions évidemment continuer à aller plus loin. Mais aller plus loin, c'est permettre de voter la loi d'orientation agricole. Et donc, ça veut dire permettre que le gouvernement puisse travailler, que le Parlement puisse fonctionner. La censure a empêché ça. Il y avait aussi des mesures qui étaient contenues dans le projet de loi de financement sur la question des retraites agricoles, par exemple, de facto, qui n'ont pas pu aller au bout. Donc, je le dis aussi, je sais qu'il y a des élections sur les chambres d'agriculture ce mois-ci. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ça n'est pas anodin, la coordination rurale se place pas tout mélanger. Tout en soutenant des mouvements politiques comme le Rassemblement national. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'on a des agriculteurs qui sont en souffrance. Certains qui ont voté la censure. Donc, mais c'est pour ça, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Le Rassemblement national ne peut pas dire matin, midi et soir qu'il est l'ami des agriculteurs, alors qu'à la fin, il a empêché que des mesures immédiates puissent être mises en œuvre. La loi d'orientation agricole, elle est attendue, elle est espérée, elle doit venir en débat au Parlement, et le plus rapidement possible. Le Premier ministre, d'ailleurs... Le contexte est plus large, vous en conviendrez. Prenons l'exemple du Mercosur, dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines. Vous avez vu la position très claire du président de la République qui cherche à trouver des alliés dans tous les pays européens vous aurez noté que pour garantir en dernière que ça ne instance, soit la France pas... peut se faire imposer le Mercosur si une majorité se dégage. La France n'est plus maîtresse de sa politique étrangère sur une question aussi vitale pour les agriculteurs. Non, mais moi, ce que je sais, c'est que le président de la République a réaffirmé une position très claire d'opposition au Mercosur. Pourquoi ? Justement parce qu'on considère que ce serait un accord défavorable pour une partie du monde agricole et qu'il cherche des accords diplomatiques pays par pays au sein de l'Union européenne. J'aimerais que les amis de Marine Le Pen, par exemple, qui dirigent un certain nombre de ces pays, de ces gouvernements, nous rejoignent dans ce combat. Qu'elle nous aide dans ces cas-là. Vous pensez à Mme Meloni, la première ministre italienne ? L'Italie, vous avez vu que le travail diplomatique a évolué, la Pologne, la position a évolué. Bien voilà, donc ça, c'est un enjeu majeur. Donc on ne peut pas être amis des agriculteurs en France et puis avoir des alliés qui, eux, quelque part, ne cherchent pas à les aider, à les soutenir. Donc je crois que c'est un combat collectif que nous devons mener
au profit de nos agriculteurs, de notre souveraineté alimentaire et de la rémunération de nos agriculteurs. Pour faire suite aux questions d'avant la pause, il y a un duo sur lequel tout le monde porte son regard, c'est le duo Retailleau-Darmanin. Est-ce que ça va fonctionner, en tout cas mieux que le duo Retailleau-Migaud? Duo Retailleau-Migaud n'a pas eu beaucoup le temps de trouver un mode de fonctionnement. Je vous pose la question parce elle est pas que là. vous connaissez en l'occurrence très bien Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Moi, je vois que ce qui est très important, c'est qu'on ait une ligne commune sur la question de l'autorité, sur la question de l'exécution des peines, sur la question tout simplement de la protection des Français. Moi, tous les chantiers qui sont les miens, de protection des femmes, des plus fragiles, de la lutte contre les violences, de la lutte contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme, vous n'avez pas annoncé d'ailleurs de date pour le chantier. Là, dans les tout prochains jours, c'est vraiment le chantier prioritaire que j'ai ouvert avec la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les deux, pour moi, sont des combats de société qu'on doit évidemment mener et pour lesquels on doit embarquer d'ailleurs l'ensemble de la société. Mais pour ces combats, moi j'ai besoin d'une ligne de front commune entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Je crois que c'est le cas, et tant mieux avec des personnalités fortes. Diriez-vous que c'est le cas maintenant et que ce ne l'était pas il y a quelques semaines? En tout cas, moi je suis ministre aujourd'hui. Je ne l'étais pas au moment du précédent couple, je suis aujourd'hui. Et je suis heureuse de l'être dans cette configuration-là, avec des personnalités fortes, engagées, et dont je sais qu'elles sont pleinement en soutien des combats que j'entends mener et que je mène. Est-ce que ce gouvernement va tenir, Stéphane, plus longtemps que celui d'avant, sachant qu'il y a une donnée qui ne change pas, c'est le fait que Marine Le Pen a toujours le doigt sur la gâchette? Oui, mais ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Parce que c'est pas moi qui décide si et quand des vous noterez que son premier rendez-vous avec François Bayrou, vous noterez que le premier rendez-vous entre Marine Le Pen et François Bayrou a, d'après ce qu'on comprend, mieux fonctionné que le premier rendez-vous entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Donc est-ce que, partant de là... Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais pas si les Français souhaitent ou pas tel ou tel gouvernement. Je pense qu'ils attendent quand même un minimum d'unité, un minimum de stabilité et surtout de l'action. Voilà, tous les sujets qu'on aborde ce matin nécessitent qu'on ait un gouvernement qui travaille. Et qui travaille en ayant plus que quelques jours ou quelques semaines de durée de vie. Ça vous a donné au premier Conseil des ministres vendredi matin? En tout cas, je sais qu'on est au travail. Et je sais que si on a accepté de revenir... ça à chaque Conseil des ministres. Mais quand François Bayrou a été nommé Madame Berger, il nous a expliqué qu'il allait faire un large rassemblement, une force de compromis, qu'on allait trouver des accords avec la droite, la gauche. Et au final, on se retrouve avec un gouvernement qui a une assise aussi faible que celui de Michel Barnier et qui est sous la menace. Qui a l'assise la plus large possible à partir du moment où vous avez aujourd'hui malheureusement un parti socialiste qui est sous la tutelle de la France Insoumise. Vous savez, c'est compliqué de leur parler. Donc moi, je ne désespère pas parce que je crois et je sais qu'il y a des gens qui sont raisonnables, qui sont responsables, qui appartiennent à une gauche républicaine, à une gauche laïque. Et à eux, évidemment, je tends la main et je leur dis, mais libérez-vous. Libérez-vous de la tutelle de la France Insoumise. Regardez les sujets qu'on évoque. L'antisémitisme, c'est une ligne rouge. C'est pas un sujet sur lequel on peut ensuite établir des compromis ou des alliances électorales. À partir du moment où on franchit des lignes rouges, eh bien, on assume que l'accord électoral doit être rompu. Alors, je leur dis de se libérer de cette tutelle. Ça veut pas dire nous soutenir. J'entends qu'il y a des différences et des divergences et je les respecte évidemment. Mais je pense que oui, il y a des sujets qui méritent un rassemblement large et qui méritent qu'on ait le temps de travailler et d'avancer pour les Français, tout simplement. Vous avez noté que Marine Le Pen est la première femme préférée des Français dans le sondage dans le JDD ce matin et la 11e personnalité préférée des Français. Oui, je l'ai noté. Et c'est vrai que c'est un fait politique, je ne peux pas dire le contraire. Est-ce que les Français qui portent ainsi leur adhésion sur Marine Le Pen sont anti-républicains? Après, vous savez que les sondages de popularité n'ont jamais fait une élection. Ça a toujours été différent. Ça a toujours été différent, sinon il y a bien des hommes et des femmes politiques qui seraient devenus présidents de la République. Donc le sujet n'est pas la popularité, le sujet c'est la capacité qu'on a à projeter telle ou telle personnalité sur les plus hautes responsabilités dans notre pays. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes en responsabilité, c'est nous qui devons obtenir des résultats. Une nouvelle pause et on revient dans un instant dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À tout de suite. Aurore Berger, invitée du grand rendez-vous ce matin sur CNews et sur Europe 1 en partenariat avec Les Échos. On a tous suivi Aurore Berger attentivement l'allocution présidentielle du jour de l'an, qui a été donc faite le 31 au soir. Une forme de mea culpa lors de cette allocution. La dissolution a apporté pour le moment davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français et produit plus d'instabilité et que de sérénité. Et en même temps, vous avez ce sondage Odoxa pour le Figaro qui montre que 61% des Français sont pour la démission du président de la République. Comment est-ce que ça vous fait réagir ? Je pense que le président de la République a eu raison.
d'avoir les paroles qu'il a eues lors de son allocution. Vous lui avez soufflé ? On a parlé et on échange, et heureusement que j'échange avec le président de la République. C'est lui aussi qui m'a nommé ministre de ce gouvernement. C'est pas trop tard, 6 mois après la dissolution, de reconnaître, il n'était pas dans une forme de déni, le président de la République? Non, je ne pense pas que ce soit une forme de déni. Je pense qu'il est totalement informé et au fait, évidemment, de ce qui se passe. Je pense qu'il aurait pu surtout, et on aurait pu collectivement espérer que ce soit un moment de clarification. Il y a une forme de clarification. Une forme de clarification du fait que la droite ait accepté de travailler main dans la main avec le bloc central dans ce moment politique très particulier. Il y a une autre forme de clarification quand malheureusement le Parti socialiste, encore une fois, reste sous la tutelle de la France insoumise. J'aurais espéré sincèrement que les choses puissent être différentes. Donc notre enjeu, c'est ça. Notre enjeu, c'est un enjeu de stabilité, c'est un enjeu d'unité, c'est un enjeu d'action. Et pour l'instant, ça n'a pas pu être le cas parce que la censure, elle a provoqué de l'instabilité et de l'incapacité à mener des actions sur un moyen long terme. Donc maintenant, notre sujet, c'est pas tant notre durée de vie que pendant le temps où nous sommes là, quel que soit ce temps, que nous puissions garantir d'agir au service des Français. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron regrette la dissolution ? Mais de toute façon, la décision a été prise. Donc la question n'est pas de regretter. Puis je pense qu'on n'a pas à regretter le fait d'avoir donné la parole aux Français. On ne peut pas tout reprocher au président de la République. On ne peut pas dire le matin, il n'écoute pas assez, et l'après-midi, il n'aurait pas dû demander aux Français leur avis. C'est quand même très paradoxal, vous voyez, comme accusation. Donc, il n'aurait pas dissous, on aurait dit il est sourd. Il dissout, on dit il crée de l'instabilité. Donc à la fin, il perd toujours. Non, moi je pense qu'il a eu raison à un moment de dire ce qu'il a dit le 31 décembre aux Français, en étant extrêmement franc et honnête sur la situation qui est la nôtre. Et il est pleinement président de la République. Et il restera pleinement président de la République. Je suis moins sûr que vous sur le côté. Moi, j'en suis totalement certaine. S'il n'avait pas dissous, on aurait dit qu'il était sourd. Parce que quand la dissolution a été annoncée, et nous étions ici même dans ce studio avec Laurence Ferrari pour l'émission spéciale sur justement les législatives, on a tous été surpris par cette dissolution. Mais ça, c'est autre chose. Que vous ayez été surpris et pris de court, et c'est autre chose que ce que vous m'auriez dit s'il ne l'avait pas fait. Et je pense que notamment les interlocuteurs que j'avais en face de moi, du Rassemblement national, voire de la France insoumise, m'auraient dit, vous voyez, il y a une défaite pour le bloc central, sévère au moment des européennes. Vous en tirez quoi comme conclusion ? Rien, puisqu'il ne dissout pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est réversible. Si on ne sait pas ça, on ne va pas refaire l'histoire. La dissolution a été prononcée, et puis il y a eu un autre acte politique. Je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'on va refaire l'histoire plusieurs fois sur beaucoup de plateaux de télévision et de radio. Vous aimez beaucoup refaire l'histoire, mais moi j'ai envie de la faire, vous voyez, pas de la refaire. Mais le fait aujourd'hui, Madame Berger, c'est que les Français jugent le président de la République responsable de cette instabilité, puisqu'il y en a, Pierre vient de le rappeler, 6 Français sur 10 qui veut qu'il quitte l'Élysée. Ça vous interpelle pas ? Attendez, qui a mis ça dans l'air du moment ? C'est-à-dire quand vous avez la plupart des responsables politiques d'opposition, de manière très claire avec la France insoumise, de manière plus insidieuse avec le Rassemblement national, qui appellent le président de la République à ne pas finir son mandat ou qui prédisent qu'il ne pourra pas finir son mandat, à un moment, ça infuse dans l'air qu'à un moment, oui, le président de la République pourrait partir. Non, le président de la République, il est légitime. Il a été élu. Il l'a redit. Et il a été réélu par les Français. Et c'est le garant aussi de la stabilité, justement, de nos institutions. Regardez les sujets dont nous avons parlé au début du plateau. La question de la lutte contre le terrorisme. Vous ne croyez pas qu'elle se nourrit aussi profondément de ces enjeux d'instabilité majeurs qui pourraient exister ? Vous croyez que la réponse, ce serait pour ce président de la République, comme pour demain le prochain, que s'il est contesté, il s'en aille. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des élections. Mais à l'échelle de l'histoire, et c'est cette légitimité démocratique. Mais personne ici n'en appelle à la démission du président de la République. Mais si on a le souci minimal de l'histoire, on se rappellera que dans la Ve République, son auguste fondateur, le général de Gaulle, a cru un jour qu'il devait quitter lorsqu'il se sentait désavoué par les Français. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui, mais ce n'est pas un scénario farfelu que de lancer ça quand on a une conscience historique minimale. Non, mais je pense avoir une conscience historique minimale également. Donc c'est pas absurde que les gens appellent à la démission. La question n'est pas là. Mais c'est leur rôle politique. Très bien, ils font de la politique et ils ont évidemment le droit de le faire, ce sont des responsables politiques. Moi, je considère que c'est irresponsable d'en appeler à cela au regard des défis qui sont les nôtres. Quand vous avez le retour de la guerre sur le continent européen, quand vous avez la déstabilisation qui est la nôtre au Proche et au Moyen-Orient, quand vous avez besoin d'avoir une stabilité mondiale... Est-ce que c'est irresponsable ou est-ce que c'est impossible ? Je pense les deux. Mais donc, il n'y a pas de démission possible. Mais pourquoi démissionnerait-il ? Je vous pose la question. Pourquoi et ça réglerait quoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne démissionnerait pas ? Est-ce que ça changerait la configuration de l'Assemblée nationale ? Non, parce que de toute façon, une nouvelle dissolution ne pourrait pas être prononcée immédiatement. Est-ce que l'appel à la démission du président de la République, ce n'est pas l'envers du décret de anti-républicain qui est donné frappé sur 2 partis, le LFI d'un côté, le RN de l'autre côté? On leur explique régulièrement qu'ils sont illégitimes et anti-républicains. Est-ce que l'envers de ça, c'est pas l'appel à la démission ? J'ai jamais parlé d'illégitimité. On a tous, d'abord députés, on est 577 députés, donc on a tous la même légitimité démocratique
liée à l'élection, mais de la même manière que le président de la République a la même légitimité démocratique liée à l'élection. Si vous commencez à remettre ça en cause, alors plus rien ne tient. Et dans ces cas-là, bah oui, je comprends. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'est-ce que le système n'est pas fragilisé quand on décrète que 2 des partis qui sont le plus représentatifs des Français sont anti-républicains? Bah, je ne sais pas si c'est les 2 les plus représentatifs des Français. Plus que vous. Bah, c'est pas comme ça que les choses s'organisent, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une coalition politique qui a pu naître. Aujourd'hui, qui d'autre est en mesure d'avoir une coalition politique aussi large que la nôtre? Je dis pas que c'est idéal, c'est compliqué tous les jours, toutes les heures. Mais personne n'a une coalition plus large que la nôtre aujourd'hui. Je ne dis pas ça, je dis que la vie politique ne serait-elle pas plus apaisée? Donc les appels à la démission moins nombreux, si on en finissait avec cette idée de frapper d'anti-républicanisme ceux avec qui vous avez des désaccords de fond. Mais la question, c'est pas juste les désaccords de fond, c'est des désaccords de valeur. Souvenez-vous des élections législatives. Non, absolument pas. Mais j'ai jamais prétendu l'avoir, vous me le reconnaîtrez. Mais souvenez-vous des élections législatives où le président même du parti, du Rassemblement national, a dû exclure des candidats qu'il avait investis quelques jours plus tôt parce qu'il considérait qu'ils étaient anti-républicains, parce qu'ils avaient tenu des propos insupportables, racistes ou antisémites. C'est pas moi qui le dis, c'est le président du Rassemblement national. Il les a purgés, mais il les a d'abord investis. Vous voyez, c'est pas une grande loterie. Nous, quand on investit des candidats, on dit qui je vais pouvoir piocher dans tel département parce que j'ai personne sous la main. Manque de bol, il était antisémite ou raciste, du coup on va l'exclure 3 jours après. Au final, les Français, 11 millions de Français ont jugé que c'était suffisamment républicain. Oui, mais vous voyez bien qu'à un moment, c'est pas même moi qui les mets en dehors, vous voyez, d'un arc républicain. C'est eux-mêmes en investissant des candidats qui n'étaient pas. Quant à la France insoumise, vous le dites vous-même qu'ils ne le sont pas. Non, j'utilise pas ces critères-là. Très bien. Alors vous considérez donc que l'antisémitisme, c'est pas être anti-républicain. Le critère anti-républicain par des millions de Français votent pour un parti. Je considère qu'attiser la haine antisémite dans notre pays, c'est se mettre en dehors de l'arc républicain, et c'est ce que fait la France insoumise, malheureusement bien trop régulièrement, en mettant des cibles dans le dos d'un certain nombre de nos compatriotes. En tout cas, donc oui, je l'assume. Je respecte leur légitimité démocratique. Je respecte, moi, en tant que ministre, de m'adresser à l'ensemble des parlementaires. Et je reçois tous les parlementaires. Je n'ai jamais dit que je ne recevrais pas les autres. Et j'ai toujours fait, en tant que ministre, de recevoir tous les parlementaires et d'être républicaine avec chacun d'entre eux. Je sais, par contre, pourquoi je combats et le Rassemblement national et la France insoumise. Et vous me reconnaîtrez que moi, au moment des élections législatives, j'ai d'ailleurs dit de manière très claire qu'aucune voix ne devait aller ni au Rassemblement national, ni à la France insoumise. À la France insoumise. Mathieu Bocoté, tout à l'heure, citait le général de Gaulle, qui est le fondateur de cette 5e République. Ici, et je répète ce que dit Mathieu, très justement, personne ici ne souhaite la démission du président de la République, que je sache, autour de cette table. Mais lorsque Emmanuel Macron, dans son allocution du 31, parle de référendum, on ne peut pas ne pas se souvenir qu'effectivement De Gaulle avait utilisé le référendum. Même perdu n'ont pas entraîné la démission des présidents de la République. Mais je sais pas. Sinon, il y a peut-être beaucoup moins de présidents qui l'emploieraient aussi. C'est-à-dire que si maintenant un référendum perdu entraîne de manière automatique la démission du président de la République, je pense que plus de présidents la question du référendum, puisque justement cette question-là a été avancée, assez prudemment, mais elle a été avancée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question du référendum, de consulter les citoyens plus souvent sur des sujets importants? Je pense que c'est attendu. Je pense que c'est attendu des Français qui ont envie de se prononcer sur des grands enjeux qui les concernent. Après, vous savez quel est le champ aujourd'hui qui est possible en termes de référendum. Par exemple, ce que dit le Rassemblement national est faux. Vous savez bien qu'on ne peut pas faire une consultation sur les questions migratoires dans le champ référendaire tel qu'il existe aujourd'hui. Par contre, il y a bien d'autres sujets. Il n'y a pas d'unanimité des analystes et des constitutionnels sur la question, vous en conviendrez. André au Conseil constitutionnel, mais a priori, la ça fait 7 ans que Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, nous dit qu'il va organiser des référendums. Il a fait des consultations populaires avec le CESE. Il y a eu des conventions, on a eu plusieurs conventions. Finalement, elles n'ont pas été tous. Mais les référendums, rien du tout. Il n'y a pas eu de référendum. Et est-ce que vous pensez qu'il va en faire dans les 2 ans et demi qui lui restent? Je pense que le président de la République ne s'est pas exprimé au hasard le 31 décembre. Donc s'il s'est exprimé en ce sens-là, c'est qu'il entend évidemment. Et sur quel sujet ça serait souhaitable, selon vous? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ça pourrait avoir du sens. Moi, regardez les sujets que je porte. Si on a envie d'embarquer toute la société sur ces questions-là, notamment la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, et peut-être que ce sont des sujets de rassemblement, la question numérique, qui est totalement déterminante aujourd'hui dans nos vies, sur ce qu'elle provoque, la question de la majorité numérique, mais par exemple. Comment on pose une question sur ce genre de sujet? Parce que un référendum, c'est une question simple avec une réponse oui ou non. Oui, enfin, il y a une manière aussi avec laquelle vous coordonnez le débat. Quand vous avez posé la question aux Français sur la ratification de la Constitution européenne, c'était une question quand même très complexe, au-delà de la réponse par oui ou par non. Donc, on peut poser des questions totalement complexes, même en y apportant une réponse à un moment binaire de oui ou non. Mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans d'un côté dire oui, le référendum peut être utile et peut-être même nécessaire, et de l'autre dire sur la question principale sur laquelle les Français appellent le référendum, globalement, l'immigration, ça, il n'y en aura pas?
Je dis juste que moi, je respecte la Constitution. J'ajouterais les retraites, la réforme des retraites. Alors, vous savez, là encore, on ne peut pas, dans un référendum, abroger une loi. On peut interroger sur de nouvelles questions. Mais moi, je ne peux pas mentir aux Français. Je veux bien que certains viennent ici et mentent en disant c'est pas grave, on peut faire un référendum pour abroger une réforme. En fait, on ne peut pas. On peut pas. Ou alors, en effet, on fait une vraie réforme constitutionnelle et on change en effet le champ du référendum. Je ne suis pas certaine qu'il y ait unanimité à l'Assemblée et au Sénat aujourd'hui pour permettre de telles réformes, ni que ce soit absolument prioritaire. Par contre, je pense que c'est pertinent et utile, si ce n'est même nécessaire, que les Français puissent se prononcer sur des enjeux qui les concernent très directement. On va dans quelques instants aborder les sujets que vous portez, Amélie de Montchalin. Pour cela, il faut défendre. Amélie de Montchalin, elle s'occupe des comptes publics. Amélie de Montchalin, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est elle qui tient les cordons du budget. Exactement. Et que pour votre ministère, Aurore Bergé, il faut 2,6 milliards selon la Fondation des femmes. Est-ce que vous avez un budget suffisant, vous, pour votre ministère et pour porter les sujets aussi importants ? Déjà, si j'ai accepté de revenir au gouvernement, c'est parce que j'ai des assurances claires sur les questions budgétaires. Déjà, je pense que c'est très important. Et le budget, il a augmenté de manière constante depuis 2017 sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce budget, il est très interministériel. C'est le budget du ministère de la Justice, c'est le budget du ministère de l'Intérieur sur la question de la formation des policiers et des gendarmes et la question du dépôt de plainte. C'est la question du logement. Le réhébergement en urgence, on n'a jamais autant consacré de place, malheureusement, là encore, j'allais dire, sur la question de l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences. Donc vous êtes mis d'accord avant pour avoir les fonds suffisants. Moi, je ne viens pas par hasard. Il n'y aura pas de coupe dans votre budget pour participer à l'effort d'économie qu'on doit effectuer pour réduire le déficit. Je pense que c'est compliqué de faire un effort sur des femmes victimes de violences qui auraient besoin d'une aide d'urgence, par exemple. J'ai participé à créer l'aide universelle d'urgence pour les femmes victimes de violences. On ne va pas dire à une femme supplémentaire qui se présente, écoutez, les budgets sont stoppés, donc tant pis pour vous, vous êtes arrivés trop tard. Et de la même manière, sur la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas maintenant, alors qu'on a une explosion des faits d'antisémitisme, qu'on va couper les budgets. Donc je ne crois pas, parce que je pense que c'est une conviction sincère aussi qu'on porte avec l'ensemble des membres du gouvernement. Et justement, on va parler de ces sujets que vous portez. Aurore Bergé, ministre de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations, juste après une nouvelle pause. À tout de suite. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Aurore Bergé. 2025 vient à peine de commencer. On déplore déjà une victime de violence conjugale. Elle s'appelait Isabelle, elle avait 51 ans. Elle vivait dans la commune d'Aumont. En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal. Comment est-ce qu'on fait, Aurore Bergé, pour mieux prévenir ces violences et surtout les éviter ? Alors déjà, évidemment, je me rendrai à Aumont à l'invitation du maire. Il y aura un hommage qui lui sera rendu mercredi prochain. Donc j'y serai dès mercredi prochain et j'y passerai une grande partie de la journée aussi du jeudi pour entendre déjà toutes celles et ceux qui ont pu être au contact de la victime ou au contact de victimes sur place pour comprendre s'il y a eu des dysfonctionnements. Parce que moi, je crois à la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un RITEC, c'est-à-dire que dès qu'il y a un fait aussi grave, c'est-à-dire une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, il faut se rendre sur place, il faut comprendre et il faut que toutes les personnes en capacité de participer à cette chaîne de réponse, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit sécuritaire, puissent évidemment être entendues et puis évidemment continuer à agir pour prévenir. Et là-dessus, il y a beaucoup de sujets qui m'interpellent. Moi, cette nuit encore, j'ai échangé avec une femme victime de violence qui a du mal évidemment à endormir la nuit parce que son ex-compagnon avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Il a été libéré au bout de seulement 1 an. Donc ça pose une question majeure de non-exécution des peines. Parce qu'il s'est bien comporté en prison. Parce qu'il s'est bien comporté en prison. Mais moi, ce qui n'est pas le sujet. C'est ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est que je me fiche en fait qu'il se comporte bien en prison. S'il se comporte mal, que ce soit retenu contre lui. Mais s'il se comporte bien, c'est pas la question. La prison, c'est une réparation qu'on doit à la victime d'abord et qu'on doit à la société tout entière. Et donc, il y en a un enjeu majeur qu'on doit porter et qu'on portera avec Gérald Darmanin sur la question de l'exécution des peines. J'ajoute que cette victime, malheureusement, elle a découvert que celui qui avait été son bourreau avait été libéré sans qu'elle ait été prévenue au préalable. Vous imaginez dans quel état elle vit aujourd'hui, d'hypervigilance, de regarder par-dessus son épaule en permanence, si jamais il n'est pas après elle, de peur aussi pour ses enfants, parce qu'il a aussi été condamné pour des faits de violence vis-à-vis de ses enfants. Donc ça,
c'est un premier sujet et un premier chantier majeur sur la question de l'exécution des peines, parce que c'est le premier acte de réparation qu'on doit évidemment vis-à-vis des victimes. Et puis, il y a une interpellation, moi, que je veux adresser évidemment à l'ensemble de la société, parce que c'est d'abord la responsabilité de l'État, et jamais je me défausserai. Jamais je dirais c'est d'abord les autres. Non, mais c'est nous tous. Nous sommes toutes et tous potentiellement des témoins. Nous pouvons tous à un moment accueillir une parole, entendre, voir des signaux faibles dans nos propres familles, dans nos environnements professionnels, auprès de nos voisins. Vous voyez, il y a ces réseaux de voisins vigilants qui existent aujourd'hui pour prévenir des cambriolages. Et pourquoi ça fonctionne ? Peut-être qu'on peut avoir et être tous des voisins vigilants pour prévenir aussi ces violences qui existent. Vous voulez dire qu'on met trop dans la sphère privée ? En fait, on considère que c'est une affaire privée. Je pense que c'est tellement insupportable de se dire qu'une femme peut, aujourd'hui encore en 2025, mourir sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. La question des violences sexuelles, qu'on a envie de le mettre à distance, on se dit c'est pas chez nous, c'est pas dans notre environnement, ça peut pas être notre voisin, ça peut pas être notre collègue. Comment on change les mentalités, Madame Berger, là-dessus ? Malheureusement, c'est aussi le cas. Comment est-ce qu'on fait changer les mentalités, les comportements des gens qui... C'est malheureusement ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est un enjeu éducatif dès le plus jeune âge sur la question évidemment de la prévention des violences, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences sexuelles. Le changement de la loi aussi que je demande, parce que vous savez, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, ça commence pas en général par des coups. Si une femme se mettait en couple et que dès le premier jour de son couple, elle se faisait tabasser, évidemment, elle partirait. C'est pas comme ça que ça se met en place. C'est beaucoup plus insidieux. C'est de l'isolement, c'est du contrôle. On va vérifier vos comptes, c'est de l'emprise. C'est contrôler vos comptes, contrôler vos fréquentations, et ainsi de suite. Et comme ça se met en place autour de vous, à la fin, les coups, eux, peuvent arriver. Les violences sexuelles aussi peuvent se nourrir. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est pour ça que j'avais déposé une proposition de loi. Elle sera examinée dans quelques jours, le 29 janvier précisément, et j'espère qu'elle recueillera un soutien très large au sein du Parlement, parce que je crois que c'est très attendu et surtout très nécessaire de mieux considérer ce que sont les violences qui, encore une fois, ne commencent pas en général par des coups, mais qui malheureusement peuvent se terminer par des coups, voire par le décès d'une femme. Et en général, le moment le plus dangereux pour une femme, c'est le moment où elle part. Un mot. C'est le moment où elle veut partir et se libérer de ses violences. Un mot pour Gisèle Pelicot. Bien sûr. Aurore Berger, ce procès historique a ému la France, j'allais dire le monde entier. Ça a été vu sur les chaînes de télévision du monde entier. Est-ce que ce procès peut permettre d'inscrire, comme vous le souhaitez, dans le code pénal, la notion de consentement, notion qui a été au cœur du procès ? Déjà, ce procès, il a été historique grâce à elle. Parce que je pense qu'elle n'avait pas prévu de devenir une icône. Mais elle a accepté de s'exposer aux yeux du monde entier en permettant que ce procès ne soit pas un procès à huis clos. Et je pense que pour cela, déjà... C'est vrai que c'est elle qui a pris la décision, rappelons-le. Il faut lui dire merci. Voilà. Et il y a eu ces condamnations extrêmement claires qui ont été rendues vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui l'ont violentée, violée, agressée, au premier rang desquels son mari. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les violences sexuelles, dans 9 cas sur 10, on connaît son agresseur. On connaît son agresseur. C'est son mari, c'est son ex-compagnon, c'est un collègue, c'est un prétendu ami. Et c'est ça qui, encore une fois, est le plus terrible. Donc évidemment, vous posez la bonne question, évidemment, ça pose la question du consentement. Parce que exprimer ou ne pas exprimer son consentement n'est pas la même chose, évidemment, quand vous êtes dans une relation depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans avec quelqu'un, quand c'est votre supérieur hiérarchique, quand c'était un ami que vous fréquentiez. Donc évidemment, oui, que la question, c'est changer la loi pour mieux caractériser, mieux appréhender ce que veut dire le consentement, éduquer nos enfants, encore une fois, sur ces enjeux-là. 17 des personnes qui ont été condamnées vont faire appel, quand même. Donc il y a quand même un peu de travail à faire. Oui, alors je sais que j'ai été critiquée parce que j'ai dit que ça m'interpellait. Alors évidemment que c'est un droit absolu, le fait de pouvoir faire appel, mais ça veut dire quand même que confronté à des images, c'est très très rare dans un procès pour viol, qu'il y ait des preuves physiques, qui est carrément des images, des vidéos. Et bien, même confrontés aux preuves et à l'évidence, eh bien, ils font quand même appel. Autre affaire, Mathieu Bock-Côté. Oui, la question des violences sexuelles prend un autre visage aussi ces jours-ci, remonte à la surface au Royaume-Uni, une histoire dont on avait entendu parler d'abord en 2017, à Telford, une histoire qui s'étale sur plusieurs décennies. Je la résume en une formule. Des gangs, j'utilise le terme britannique, des gangs pakistanais pour l'essentiel, qui organisaient la mise en esclavage sexuel de jeunes
britannique de la classe ouvrière blanche, ce sont des termes que j'emprunte, ce ne sont pas les miens, système d'exploitation généralisé, ethniquement codé, qu'est-ce que ça vous inspire, ces nouvelles qui traversent l'Atlantique et dont on parle aujourd'hui partout dans le monde? Des jeunes très jeunes, des filles déjà, de 13 ans. Un profond dégoût. Oui. Évidemment, je pense, comme femme, comme citoyenne, un profond dégoût. Et ce qui m'interpelle, c'est ce qu'on découvre. C'est-à-dire que vraisemblablement, tout cela était connu et que cela n'a pas été rendu public. Parce qu'on craignait d'alimenter le racisme si on dénonçait les agresseurs. Et donc, sur la question des violences sexuelles, quel que soit l'agresseur, qu'il soit dans 9 cas sur 10 connu, un membre, encore une fois, de la famille ou de l'entourage, qu'il soit un inconnu étranger, peu importe. Mais la question, c'est l'auteur. Mais je me permets de revenir sur le peu importe peut-être pas. Parce que quand la raison pour laquelle on n'en parlait pas, c'est qu'on craignait d'alimenter le racisme. C'est pour ça que je le dis. C'est-à-dire que, encore une fois, la question, c'est toujours de révéler les violences sexuelles qui sont commises, c'est de les combattre, parce que c'est ce qu'on doit aux victimes. C'est ce qu'on doit aux victimes. Et vraisemblablement, elles ont été, de manière spectaculaire, extrêmement nombreuses dans l'affaire dite des gangs pakistanais dont vous parlez. Et donc on doit de 13 ans qu'on demandait, qu'on prostituait, et on disait à ces filles-là, si tu en parles, on menace de tuer ton petit frère. C'est-à-dire c'était une emprise terrible. Et ce que dit Mathieu est juste, c'est-à-dire que ça, c'est pas peu importe l'agresseur, ça en devient une affaire politique. Je dis ça dans le sens où certains ont considéré qu'au regard de qui étaient les agresseurs, il ne fallait pas en parler. Et moi, je dis que la question n'est jamais cette question-là. C'est une dérive du communautarisme à la britannique. Il faut évidemment en parler parce que c'est la réparation qu'on doit aux victimes. Mais rappelez-vous, c'est qu'il y a une forme de constante, si je peux me permettre. Cologne, 2016. Rappelez-vous les événements. Au début, on nie parce qu'on ne veut pas justement alimenter la rage contre les migrants. Rappelez-vous ce discours. C'était la police même à ce moment-là qui le disait en Allemagne. Pensez l'histoire de Philippines tout récemment, en France. Quand on rappelle qu'elle est victime de l'OQTF, on dit rappeler qu'elle est victime de l'OQTF, c'est participer à la xénophobie. En maintenant le cas en Grande-Bretagne, est-ce qu'il n'y a pas un grand malaise lorsque ces agressions sont commises? Mais on ne devrait pas avoir de malaise. Mais il y en a un, manifestement. Mais surtout qu'en Grande-Bretagne, vous avez noté qu'on accuse les gens qui parlent d'être d'extrême droite. C'est pas être extrême droite que de dire les faits. Peut-être quelquefois. Mais la Grande-Bretagne depuis des années, donc maintenant, il va falloir comprendre montre que le modèle multiculturaliste fonctionne. Moi, je suis pour un modèle français universaliste. Là, en l'occurrence, vous voyez bien opposé à tout modèle communautariste. Mais la question, encore une fois, c'est de chercher les responsabilités. C'est ça, à mon avis, ce à quoi la Grande-Bretagne va devoir s'attaquer aujourd'hui. C'est comment ça a pu durer si longtemps, comment tant de femmes et d'enfants, parce qu'à 12-13 ans, vous n'êtes pas une femme, vous êtes un enfant. Et dans le droit français, le code pénal français, avant 15 ans, il n'y a pas de consentement possible. On a clairement édicté cette règle dans notre pays pour rappeler qu'il y a un interdit absolu. Donc, encore une fois, cette question, elle dépasse nos frontières, elle dépasse en fait la nationalité des uns et des autres. La seule question qu'on doit se poser, c'est comment on éradique le fléau des violences sexuelles et comment on considère que c'est un acte abominable qui mérite des condamnations extrêmement claires, qui mérite que les peines soient exécutées jusqu'à leur terme. Là encore, parce que sur la question des violences sexuelles, ça n'est pas toujours le cas et c'est une difficulté majeure. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été notre première invitée du Grand Rendez-vous en 2025. Très bon dimanche sur nos 2 antennes.